Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts Les Voix du Cercle Humania. Le podcast qui vous donne une longueur d'avance sur votre stratégie RH. Dans la voix de l'expert, nous donnons la parole à des spécialistes autour de sujets spécifiques de la RH. Alors, on le sait déjà depuis quelques années, le monde de l'entreprise doit faire face à des changements plus soudains et plus réguliers. Entre le changement climatique, la géopolitique incertaine ou des évolutions technologiques toujours plus rapides dans certains secteurs, l'adaptabilité est au cœur des questionnements. Le terme de résilience est même de plus en plus utilisé. Or, la question de la compétence est aussi clé pour cette adaptabilité. Aujourd'hui, je reçois NeoBrain avec Edouard Rabani qui fait le pari de l'IA pour émuler la résilience des entreprises. Pour nous en parler, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, ainsi que NeoBrain ? Absolument, et merci beaucoup Camille de me recevoir. Donc moi je suis Edouard Rabani et j'ai la joie, le privilège même, j'allais dire, de m'occuper des clients de NeoBrain. Alors NeoBrain, on est une solution logicielle qui permet de gérer en fait tout le cycle de vie de la compétence grâce à l'intelligence artificielle. Par cycle de vie de la compétence, j'entends aussi bien la donnée de la compétence, la mise en mouvement des collaborateurs sur cette compétence et en mobilité pour leur prochain poste, ce qu'on appelle la Talent Marketplace, mais aussi la création de plans de développement, ce qu'on appelle l'upskilling, mais encore la vérification sur le terrain que la compétence est bien acquise, ce qu'on appelle la gestion de la performance et de l'engagement, et jusqu'à la gestion de ce qu'on appelle le strategic workforce planning, c'est-à-dire la planification à long terme des compétences. Donc, vous voyez, c'est vraiment NeoBrain, l'outil qui va accompagner les entreprises sur l'ensemble du cycle de vie de la compétence et sur lequel l'IA, notre intelligence artificielle, va venir aider, accélérer à tous les différents moments de ce process, en fait. On est une solution française, une entreprise française de 140 personnes, fondée en 2017 par Paul Courteau. Et on est présent aujourd'hui en France, en Allemagne, au Portugal et aux États-Unis. Voilà pour vous dire en quelques mots qui nous sommes. Alors, lorsqu'on parle de compétences, c'est une notion qui peut être très, très vaste. Comment cette notion a évolué au sein des entreprises ces dernières années ? Alors, c'est une bonne question. Et Camille, je pense que c'est ce que vous disiez en introduction. Le grand sujet, c'est celui de la résilience. C'est-à-dire comment les organisations, finalement, aujourd'hui, ont cette résilience, cette capacité à se réinventer devant toutes les transformations qui ont lieu. En fait, il y a des transformations, on le sait toujours et tout le temps, qui challenge les entreprises. C'est encore plus vrai en ce moment avec le grand sujet de l'intelligence artificielle. Et finalement, ce qu'on voit sur le marché, c'est que ce sont les entreprises qui sont résilientes, qui savent s'adapter au fur et à mesure de manière agile, qui sont résilientes. Et nous, ce qu'on pense et ce qu'on voit chez NeoBrain, c'est que la bonne maille pour en fait être une entreprise résiliente, une organisation résiliente, c'est d'être à la maille de la compétence. Donc, si vous voulez, historiquement, la compétence n'était ni plus ni moins que le descriptif un peu détaillé d'un poste. D'accord, je fais des tâches et je mobilise des compétences, mais c'était pas forcément ce qui primait dans la grille de lecture, ni RH, ni même organisationnelle. Et plus on va dans ce monde incertain qui subit des transformations, plus il faut d'agilité, plus on se rend compte que la bonne manière de traiter le sujet et d'être résilient, c'est de descendre, si on veut, à la maille de la compétence. Donc de quitter le surplomb du poste, de quitter la maille un peu générale de la fiche de poste, un peu statique, pour rentrer dans l'agilité des compétences mobilisées. Donc, on accompagne, et c'est ainsi qu'une solution comme NeoBrain a vu le jour, on accompagne les organisations qui, voulant être résilientes, descendent à une maille plus fine, plus agile, plus actionnable, qui est la maille de la compétence plutôt que celle du métier. Évidemment, on n'oublie pas le métier, puisqu'il est quand même le cadre de référence dans lequel s'exerce le travail, mais je dirais sa réalisation pratique, c'est bien au niveau de la compétence. Et donc, c'est vraiment cette évolution-là qu'on a vue dans les organisations sur le marché et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une solution publicitée par ses clients parce qu'il permet de comprendre à la maille fine, en fait, le qui fait quoi, qui mobilise quoi comme compétence. Est-ce que cette compétence, elle a du sens aujourd'hui? Est-ce qu'elle en aura toujours demain? Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est émergente?
Est-ce qu'elle est déclinante? Est-ce qu'elle est résistante? Voilà en quelques mots, de mon point de vue, l'évolution à la fois de la notion, mais aussi de l'importance de la compétence dans la gestion des RH et j'ai envie de dire dans la gestion des organisations ces dernières années, quoi. Alors justement, quand vous mentionnez, l'agilité et la résilience, on sait que tous les secteurs ne sont pas forcément à égalité. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont adopté, plus rapidement cette gestion liée à la compétence que d'autres et quels sont-ils? Alors, comme je disais, de toute façon, tout le monde s'est toujours intéressé au sujet de la compétence, mais prendre l'axe, la maille, l'angle compétence en premier lieu, plutôt que la maille métier, c'est clair que c'est un mouvement, je dirais, en cours. Et moi, ce que j'observe sur la base des clients de NeoBrain, c'est que c'est plutôt les entreprises de services et de retail, de distribution, qui se sont emparés les premiers de ces sujets. Je pense que pourquoi ces boîtes de services ou de distrib finalement se sont emparées avant les autres, c'est parce qu'il y a des postes justement très récurrents et très fréquents qui ont beaucoup de personnel et donc du coup descendre à la maille compétence et à la maille fine de ces postes-là a beaucoup de sens et permet, je dirais, de couvrir une large partie des ressources humaines ou de la masse salariale, on le dit comme on veut, qui est à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est clair que avoir une approche fine par compétence à l'intérieur des postes et donc appliquée à l'ensemble ou à la majorité du personnel, c'est vraiment ce qu'on observe le plus dans les boîtes de services. Donc par exemple, on travaille aux États-Unis avec un des Big Four d'audit conseil, donc qui est forcément plusieurs dizaines de milliers de personnes, précisément en se disant, bah, finalement, pour staffer au mieux mes consultants et mes auditeurs, il ne s'agit pas de rester à la maille de est-ce qu'il est auditeur junior confirmé au senior, qui est alors je grossis le trait, mais maille qui est un petit peu large, mais je descends au niveau fin de ses compétences acquises au sein de mon cabinet, mais aussi acquises en amont dans le reste de l'expérience. Et donc, lorsque je prends une décision de business, de dire tel consultant va sur telle mission, bah, j'ai finalement une maille beaucoup plus fine qu'avant sur ce que sait faire la personne. C'est vraiment la maille compétence. Et ce qu'on constate en sortie, c'est ce que ce client constate, c'est qu'il y a une diversité des profils qui sont amenés à être staffés qui est bien plus grande qu'avant le déploiement à la fois de l'outil et surtout de cette nouvelle philosophie de compétences. Donc ça, c'est, je dirais, les entreprises de grande distribution et de services qui sont plutôt en avance, en tout cas les pionniers dans la mise à l'échelle de cette gestion, non plus par poste mais par compétence. Alors, justement, lorsqu'on parle de gestion par la compétence qui avait été identifiée notamment par le cabinet Deloitte, lorsque j'échange avec les DRH, c'est un sujet qu'ils connaissent. Enfin, ils ont vraiment du mal à savoir quelle voie prendre et comment arriver à ce type d'organisation. Et en fait, la question que j'aimerais poser, c'est quels sont les freins qu'a identifié NeoBrain aujourd'hui au fil des différents projets que vous avez pu mener? Je dirais que le frein, le principal, le premier qu'on voit sur nos projets, c'est celui d'un frein globalement culturel où en fait, dans la culture d'entreprise et dans le fonctionnement du travail chez notre client qui, lui, a décidé de passer à cette maille compétence, c'est un frein de l'organisation et notamment du management, des managers, de passer d'une gestion de la performance ou du pilotage de leurs ressources à une performance axée sur la compétence. C'est-à-dire que il est plus simple de rester dans l'acquis de est-ce que la personne est bonne dans son poste, oui ou non, qui est une maille vraiment large, à descendre à la maille fine en disant, bah voilà, finalement, cette personne-là, sur la trame des 15-20 compétences que moi j'attends, voilà quel est son niveau. Et ça veut dire que le manager doit être capable de parler compétences. Admettons que la compétence soit un nouveau langage, il faut pouvoir l'apprendre. Et de ce point de vue-là, c'est clairement le frein culturel premier parce que nous, on met en place notre projet, souvent avec des équipes RH qui sont très compétentes justement et qui sont très volontaires. Ce qui va faire que la mise en œuvre de l'outil prend, bah, c'est finalement est-ce que le management arrive à réfléchir compétences plutôt qu'emploi. Et on voit que c'est globalement le premier point de contention en fait d'un succès, d'un vrai grand succès de l'initiative. Lors des déploiements, ce qui est quand même notable, c'est que on a une manière, nous, chez NeoBrain, de mettre l'outil rapidement dans les mains du collaborateur. Et ça, je dirais que le collaborateur comprend très bien qu'il a un intérêt
à aller à cette maille de ce qu'il sait faire, donc ce qu'on appelle la compétence, de ce qu'il sait faire bien, ce qu'il voudrait développer et ce qu'il voudrait apprendre. Donc on capture et la maîtrise et la motivation, l'appétence. Donc la compétence et l'appétence. Ce qui fait qu'il va y avoir une vraie mise en action, c'est est-ce que le management finalement réfléchit aussi dans ce sens-là et du coup permet la mobilité, permet les plans de développement qui vont bien pour développer développer la compétence en fin de compte. Donc ça, je dirais, c'est le point premier et majeur. Le deuxième qu'on voit dans certaines organisations plus que dans d'autres, c'est le fait que notre plateforme, mettant en lumière en fait ce que les collaborateurs savent faire et veulent faire. Un des cas d'usage principaux, c'est la mobilité. Donc je suis collaborateur et étant clair sur ce que je sais faire, ce que je veux faire, je peux du coup me projeter dans une carrière, soit à court terme pour un mode projet, soit peut-être à moyen terme pour un nouveau métier, soit à long terme par une succession de métiers. Et en poussant ce cas d'usage de la mobilité, je dirais que le deuxième grand frein qu'on constate sur le terrain, c'est est-ce qu'il y a une culture managériale où finalement on laisse possible aux employés, aux talents, si on veut, de bouger précisément. Donc ça a l'air très bête, mais c'est très ancré dans différentes organisations, le fait de garder pour soi, ou au contraire, donc d'être plutôt quelqu'un qui garde des talents, ou d'être plutôt au contraire quelqu'un qui partage ses talents, entre guillemets, partager ses ressources compétentes, partager ses personnes compétentes dans son équipe, versus les garder pour soi. Et donc, ça, c'est le deuxième frein, là aussi, je dirais culturel, ou d'état d'esprit. C'est au niveau de la mobilité. Est-ce que les managers ont conscience que finalement, sur la longue route, ils sont gagnants à être dans une logique de développement de leurs employés et du coup de partage de ces employés dans le cadre d'une mobilité. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Puis si on devait en prendre un troisième, ce serait probablement de dire un peu plus loin sur la route, quand on a déterminé en fait, qui a besoin de développer quelles compétences, il faut créer de plans de développement parce que c'est parfait et c'est bien beau de s'assurer que l'employé finalement peut dire, ou le manager peut dire quel est le niveau de compétence et de motivation et du coup tirer des conclusions de mobilité ou de carrière, mais il faut pour autant s'assurer qu'on a le bon plan de développement pour grandir en fait, pour acquérir le bon niveau de compétence. Et donc là, sur cette troisième maille-là, on arrive souvent dans un écueil où finalement il n'y a pas forcément la bonne offre de développement ou de formation dans les entreprises. Parfois le catalogue, l'offre est un petit peu à côté, c'est-à-dire elle survise les compétences comportementales par exemple, et elle sous-vise les compétences techniques. On peut arriver à ce scénario où il n'y a pas de clarté ou pas assez de matière en fait fournie par l'organisation finalement pour développer les compétences en termes de plan de développement et plan de formation. Et donc ça, à la limite, l'outil NeoBrain va justement le mettre en avant et ça va permettre typiquement au binôme direction des talents, direction de l'université ou de l'académie de collaborer au maximum pour pouvoir mettre la bonne offre en face du bon besoin. Voilà un peu les quelques freins qui me viennent à l'esprit quand vous me posez cette question. Donc on peut dire que ce sont principalement des freins culturels qui nécessitent un véritable accompagnement au changement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions techniques, technologiques, elles existent, elles fonctionnent, quoi. Donc, en fait, ce qui va faire qu'elles prennent leur essor et qu'elles délivrent toute leur valeur, c'est la manière dont l'organisation l'accueille. Et vous l'avez dit, quoi. Il y a beaucoup de sujets de conduite du changement. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que sur nos projets, on collabore souvent avec un certain nombre de cabinets de conseil, soit à côté de nous qui sont nos partenaires, soit à côté du client, parce que on a tous conscience que c'est d'abord un enjeu, un vrai projet de transformation en quelque sorte. Alors justement, pour revenir sur le thème de la résilience, jusqu'ici, sur quelles problématiques les entreprises vous avez pu les accompagner? Oui, le fait déclencheur principal, c'est j'ai un besoin de ressources. Donc c'est souvent d'ailleurs phrasé comme ça, j'ai besoin de personnel, j'ai besoin de ressources pour tel type de métier que je n'arrive pas à staffer. Et donc, je me rends bien compte que je ne peux pas ou je n'arriverai pas à recruter à faire uniquement du recrutement externe.
recrutement en masse sur les choses. Donc, il y a un vrai sujet sur l'upskilling ou la mobilité des ressources actuelles. Donc, c'est souvent le cadre de conversation qu'on a avec les DRH chez nos clients potentiels qui deviennent ensuite des clients. C'est vraiment ça, c'est comment je résous cette équation. Il me faut les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Et là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont pas forcément au bon endroit. Et à cet endroit-là, j'arrive pas par le biais traditionnel du recrutement à aller chercher. Donc, c'est franchement ça, je dirais, la problématique business RH que la RH cherche à traiter en venant nous voir en général. Et donc, et du coup, vous comprenez que très souvent, la discussion commence par OK, mais c'est finalement quelle est la maille à laquelle vous cherchez? Est-ce que c'est à la maille poste pour poste? Et on essaye vraiment de descendre dans cette maille compétence, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est là où on va à la fois être capable d'être plus précis dans le recrutement, parce que évidemment le but n'est pas d'arrêter tout recrutement, mais on va garder le recrutement pour un certain nombre de compétences qui ne sont pas présentes du tout dans l'organisation, qui sont absolument lacunaires et qui sont pourtant nécessaires, mais on va aussi pouvoir, et c'est le deuxième levier, identifier qui on est où dans l'organisation sur les compétences actuelles, et du coup, qui on va pouvoir accompagner pour créer, développer et atteindre le niveau requis d'une compétence nouvelle. C'est globalement cette problématique-là qu'on cherche à atteindre. Et alors, les indicateurs que l'on suit, du coup, le premier et le plus simple, j'allais dire, c'est le taux de remplissage par un interne de postes vacants, qui aujourd'hui est assez faible dans les entreprises. C'est-à-dire que il y a un peu moins de 20% des postes internes des postes qui sont pourvus par l'interne en moyenne. Et alors évidemment, ça varie d'une entreprise à l'autre, mais c'est ce chiffre-là qu'on cherche à impacter en premier lieu. C'est-à-dire une bonne balance sur le pari que je fais sur les gens qui sont dans l'organisation, que je vais pouvoir aider à développer en termes de compétences, tout en gardant l'outil du recrutement pour uniquement quand c'est vraiment bien nécessaire. Alors, on sait que dans les RH, c'est compliqué de standardiser des process, mais est-ce que vous avez un modèle de comment se passe l'accompagnement de NeoBrain pour les projets? Comment vous conseillez de mener ce type de projet de transformation? En fait, le point clé là-dessus, c'est que sur ce sujet, parce que moi, ça fait quasiment une vingtaine d'années que je suis dans cette industrie-là, RH, et je pense que tous mes camarades de jeu de la RH se sont, au moins une fois dans leur carrière, si c'est pas plus souvent, cassé le nez sur la démarche compétence, la fameuse, celle qui vous pompe toute votre énergie et et votre budget pour finalement accoucher d'une souris. Et donc, en fait, on part tous de cette historique-là, qui est que l'approche compétence à l'ancienne qui partait des métiers et qui était extrêmement prédictive de cartographie, voilà, celle-là ne marche pas. Donc la manière dont nous on voit les projets, dont on les amène, et du coup précisément de s'assurer que on va vite sur le terrain. C'est-à-dire que nous on pense que il faut partir d'une base générale. Donc nous on amène, nous NeoBrain, ce qu'on appelle notre ontologie, qui est un terme technique pour dire qu'on a créé nous-mêmes notre propre bibliothèque de compétences universelles qu'on va proposer à nos clients comme un accélérateur très fort. C'est-à-dire qu'on commence le projet tout de suite avec plus de 80% du boulot qui est fait. Dans le cadre du projet, très rapidement, on comble ces 20% en termes de quelles sont ces compétences, souvent d'ailleurs techniques, dont il faut s'assurer qu'elles sont aussi présentes. Et on prêche absolument d'aller rapidement sur le terrain devant les employés, parce qu'en fait, il ne faut pas rester en chambre en équipe RH ou même en équipe avec le métier. Il faut aller vite donner la main aux employés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui savent les compétences qu'ils ont aujourd'hui, notamment celles qu'ils ont acquis en dehors du cadre de l'entreprise. Ça, l'entreprise ne le sait pas. Et surtout, quelle est leur appétence. Et donc, c'est pour ça que nous, on prêche d'aller rapidement sur le terrain, de ne pas viser la perfection académique en amont, vraiment s'accélérer avec l'ontologie NeoBrain, aller devant les employés. Et c'est finalement avec la consommation par les employés, avec le remplissage, si on veut, avec la critérisation que font les employés sur qui ils sont, l'enrichissement de leur profil qu'ils réalisent, et d'ailleurs notre intelligence artificielle va leur proposer, selon leur historique et leur CV, telle ou telle compétence. Et c'est sur la base de cet enrichissement fait par les utilisateurs qu'on va pouvoir faire évoluer de manière dynamique, c'est complètement l'idée, l'image, entre guillemets, du référentiel de compétences de l'entreprise. Donc, vous voyez, on renverse complètement la logique. Avant, on était plutôt en effet tunnel, où on se disait, allez,
exprimons de manière structurée et prédictive, de manière exhaustive, ce que doivent être les compétences d'aujourd'hui, et on n'arrivait jamais au bout du chemin. Et là, avec l'approche qu'on a nous aujourd'hui, on va vite sur le terrain avec un produit qui est exactement le bon pour faire réagir les utilisateurs qui, eux, vont finalement faire le dernier kilomètre de la compétence, si on veut le dire comme ça, qui vont faire un peu le dernier geste pour que finalement la RH, la fonction RH, puisse déjà avec beaucoup moins d'efforts et de manière beaucoup plus rapide, avoir la vue nette de qui a quoi comme compétence et du coup de pouvoir faire de la vraie GPEC, de la vraie GEPP. Alors plus précisément, est-ce que vous avez un exemple de projet justement mené par NeoBrain? Évidemment, un gros volume de projets sur la mise en place de cette talent marketplace de mobilité interne, de projets d'upskilling, de liens avec la performance au quotidien ou de strategic workforce planning. Donc ça, j'allais dire, c'est vraiment notre expertise. On a accompagné plus de 100 clients sur le sujet de toute taille et de toute industrie. Ça, c'est en général ce qu'on fait. Mais j'aime beaucoup une mission qu'on est en train de mener et qui est particulière, un projet qu'on mène depuis le début d'année avec un de nos clients sur l'impact de l'IA sur les métiers. Parce que finalement, les RH vous voient beaucoup interroger aussi en disant, avec cette IA qui arrive, qu'est-ce que ça va changer sur l'orga? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a un peu un syndrome de Madame Irma là, qui est demandé aux RH de prédire l'avenir. Alors, évidemment, ça marche pas comme ça. Et du coup, la manière dont on collabore avec ce client est vraiment très chouette puisque on se met ensemble autour du sujet. On descend à la maille compétences. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est retravailler avec eux leur référentiel emploi. C'est-à-dire qu'ils avaient une maille que certains de mes camarades RH connaissent bien, qui est une multiplication de postes qui fait qu'on a quasiment un poste pour deux personnes. Et donc, finalement, on a une immensité de postes et de fiches de postes. Donc, on a déjà fait un premier travail basé sur notre IA de regroupement et de création d'emplois à repères, si on veut. Deuxièmement, on a, dans le cadre de cette maille d'emploi, on a été, à ce que je viens de dire depuis le début à plusieurs reprises, on a été détaillé finalement ce que c'est que cet emploi par tâche et par compétences mobilisées dans les tâches. Ça a été vraiment un très gros apport. Et de pouvoir dire enfin, dans ces tâches et ces compétences, quel est le niveau d'automatisation que va amener l'IA? Est-ce que c'est faible, moyen ou fort? Et quelle IA exactement? Est-ce que c'est l'IA générative? Est-ce que c'est un large language model? Etc., etc. Et donc là, on est arrivé à ce point du projet où on a été capable, sur une maille du coup compréhensible d'emploi repère, à décrire finalement quel est l'impact de l'IA de manière fine. Et la prochaine étape sera avec eux, évidemment, de pouvoir aller sur le terrain, devant les employés, savoir qui en est où, sur quelles compétences, et pouvoir du coup tirer le trait de la vraie GEPP qui consiste à dire, selon le niveau d'impact qu'il y a sur les tâches et les compétences, vu la réalité de ma maîtrise et de ma motivation sur les compétences d'aujourd'hui sur mes collaborateurs, quel est le plan en fait de développement à l'échelle de l'entreprise qu'on appelle la GEPP et qui va me permettre finalement de sortir ou de traiter ce sujet par le haut, c'est-à-dire l'IA comme un accélérateur de productivité et finalement un outil qui nous fait à tous gagner du temps et finalement, question est posée à chacun, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qui nous est rendu? Voilà, je dirais ça, c'est vraiment un projet un peu avant-gardiste qu'on est en train de traiter et qu'on va bientôt pouvoir mettre complètement à l'échelle et proposer à nos différents clients. Pour revenir à NeoBrain, quelles sont les prochaines étapes pour l'entreprise? Oui, alors nous, on est une entreprise en croissance, comme vous l'avez compris. Typique, hein, notre objectif, nos objectifs de croissance, ou les prochaines étapes clés pour nous, c'est de continuer de s'ancrer dans le territoire français et d'adresser toujours plus d'entreprises de grande taille partout sur le territoire et dans toutes les industries. Donc ça, c'est, je dirais, maintenir et accroître notre position de leader en France. Objectif 1, ou en tout cas étape clé 1, et étape clé 2, c'est de je dirais, passer à l'échelle dans les différents marchés sur lesquels on est présent, donc l'Allemagne, les États-Unis. Et enfin 3, ouvrir évidemment à la fin de l'année de nouveaux marchés. Voilà les trois grands horizons. Voilà, renforcer notre rôle de leader en France, asseoir notre crédibilité de challenger sur les marchés sur lesquels on est déjà, l'Allemagne et les États-Unis, et enfin ouvrir de nouveaux marchés. Écoutez, merci beaucoup Edouard pour votre intervention. Je vous en prie, avec joie. Merci beaucoup Camille de m'avoir reçu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Voiles du Cercle Humanien.